rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. La résilience, elle a une limite à un moment donné et il a atteint il a atteint un point culminant. Puis il s'est passé ça. Jonathan, là, c'est un petit gars vif. Super gentil. Parce que pour moi, c'est encore un petit enfant, puis ça n'a pas de malice. Je sais même pas comment ça fait que je suis pas morte devant. Je pense que le bon Dieu était avec moi. Parce que quand il était encore là, Jonathan, c'était pas facile. Le 1er mai 2009, Sébastien Lalime décide de se rapprocher de son lieu de travail et s'installe chez sa mère, France Gay, sur la rue Prince à Saint-Hyacinthe. La mère et le fils s'entendent très bien. Mais l'atmosphère paisible qui règne dans l'appartement change lorsque Jonathan, le frère aîné de Sébastien, décide à son tour de venir vivre chez sa mère. Depuis quelques années, la relation de Jonathan avec les membres de sa famille s'envenime et on craint ces explosions de colère d'une très grande violence. Sébastien, lui, n'est pas du tout d'accord avec cette idée-là. Lui, il ne veut pas habiter avec son frère Jonathan. Il décide finalement qu'il va quitter, qu'il va retourner chez son père. Et sa mère, à ce moment-là, elle ne veut pas qu'il quitte. Dans le fond, Sébastien va expliquer que sa mère voulait vraiment qu'il reste parce qu'elle avait peur. Le 23 janvier 2004, 5 ans plus tôt, Jonathan et Sébastien Lalime sont réunis pour une rare fois chez leur mère, France Gay. France a 47 ans et elle est heureuse de voir ses deux fils organiser sa fête. La relation de Sébastien et Jonathan, du moins lorsqu'ils sont plus jeunes, est quand même décrite comme étant une bonne relation. Jonathan comptait beaucoup sur Sébastien. Par contre, la situation va dégénérer au fur et à mesure où ils vont grandir. Cette journée de réjouissance n'est toutefois qu'une petite accalmie dans ce qui deviendra un véritable cauchemar familial. France Gay rencontre Serge Lalime durant l'été 1978 à Saint-Hyacinthe. Les deux n'ont que 21 ans et profitent de ce que ces années ont de plus beau à offrir. France est déjà enceinte d'un autre homme et le 18 août, quelques mois après sa rencontre avec Serge, elle donne naissance à Jonathan. En 1981, la famille s'agrandit avec l'arrivée de Mélissa et 6 ans plus tard, en 1987, avec celle de Sébastien. J'ai passé proche de me faire avorter parce que déjà ça allait pas bien. Ensuite, j'ai changé d'idée. Mais j'étais souvent dépressive. Six mois après la naissance de Sébastien, le couple se sépare. 2 ans plus tard, en 1989, France confie la garde de ses 3 enfants à Serge, qui, à 37 ans, vient de retourner aux études. J'ai suivi un cours, 52 semaines intensif à Terrebonne pour dessin industriel à cité d'ordinateur. Puis là, je me suis ramassé avec la garde de mes 3 enfants, tu sais, 1 mois avant de finir mon cours. Fait que là, c'est sûr, là, ça change toute ton optique, là, tu sais. Là, tu te ramasses avec tes 3 petits-enfants, puis c'est ça. Fait que j'ai gardé mes enfants, puis j'ai laissé faire le cours, puis j'ai abandonné ça. Serge doit composer avec son nouveau rôle de père à temps plein. La préadolescence de Jonathan
est déjà un vrai cauchemar. Il consomme des drogues, en plus de faire partie d'un gang et d'être violent. L'adolescence, c'est extrêmement difficile. Très difficile. Moi, à l'âge de 12 ans, ce petit gars-là, il a passé en cours à Granby, il y avait 14 chefs d'accusation. La juge, j'en revenais pas, là. T'sais. Là, il se tenait avec des gars de 14-15 ans, lui, il en avait 12, tu sais. C'est des délinquants, là, des autres. Fait que c'était facile de dire, ah ouais, vas-y. Il y allait. En 1996, Jonathan a 18 ans. Il vend de la drogue, en plus de profiter de l'aide sociale. Son mode de vie est une grande source de tension avec Serge, et il décide de quitter le domicile paternel pour s'installer chez France. Il s'en est sur sa main, parce qu'il y avait plus d'autorité ici. Ça ne marchera pas à sa manière. Il y avait le contrôle là-bas, t'sais. Fait qu'il a choisi cette place-là, c'était plus facile pour lui. Les premières années de cohabitation de Jonathan avec sa mère se passent sans heurts. Sébastien, qui vit toujours avec son père, vient même le visiter à l'occasion. À l'inverse de son frère aîné, Sébastien est un garçon tranquille et posé. Sébastien, ben c'est ça, j'ai connu un petit gars extraordinaire. C'est un petit gars, je le vois encore, il est tout discret cet enfant-là, il est tout poli. C'est un petit garçon qui déplace pas d'air. C'est un plaisir de l'avoir à la maison parce qu'il est respectueux de l'environnement où il est. Et il est calmant. C'est un petit garçon très calme. Malgré les mauvaises fréquentations et la consommation de drogue de Jonathan, Sébastien conserve une bonne relation avec lui. Mais en 2004, le comportement de Jonathan, alors âgé de 26 ans, devient de plus en plus dérangeant. S'il venait à la maison, Jonathan l'agaçait tout le temps. Sébastien n'aimait pas ça, puis j'ai vu que la jalousie s'est mise à embarquer. Je faisais attention à comment j'ajustais avec Sébastien, pendant que Jonathan était là aussi. Là. Si je voulais vous servir Sébastien, le repas Sébastien avant Jonathan, c'était comme une colère que Jonathan regardait son frère, puis je le voyais qu'il n'aimait pas ça. Jonathan est agressif et son comportement devient des plus étranges. Il brisait tout à la maison. J'étais tannée de le voir faire des trous d'importe dans les murs. Il y met même les conduits d'eau avec une lime. Un moment donné, je l'ai pogné, il est en train de faire ça, mais je me demandais pourquoi tu fais ça. Mais ça coule, là. Il faut le réparer. Ça coulait pas. France voudrait qu'il se rende à l'hôpital pour subir des traitements. Mais Jonathan refuse. La mère n'a d'autre choix que d'obtenir une injonction de la cour pour le forcer à s'y rendre. À une occasion, les policiers vont vouloir arrêter Jonathan et justement l'amener à l'hôpital. Et Sébastien va se faire complice des policiers et un petit peu prendre en étau Jonathan. Bon, il est dans sa chambre, tout ça. Et pendant que lui le distrait, les policiers vont entrer, vont venir le chercher. À ce moment-là, Jonathan était complètement pris de panique. Et Sébastien avait raconté qu'il lui avait pris la main et qu'il voulait pas qu'il le quitte. Il voulait que Sébastien le reste avec lui, lui tienne la main et se rende avec lui à l'hôpital. Donc, il restait qu'il lui faisait quand même confiance, mais à partir de ce moment-là, Sébastien a lui-même décrit, là, dans le fond, qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'était brisé. Le 25 mars 2004, Jonathan reçoit un diagnostic formel. Il est atteint de schizophrénie. Il est alors interné dans un hôpital de la région. Puis il me disait, maman, sors-moi d'ici. Et là, je dis, il faut que tu te fasses soigner. Mais il dit, j'ai rien, moi.
Je disais, oui, t'as des problèmes de santé. Laisse-toi soigner, puis après ça, ils vont te laisser sortir. Mais Jonathan refuse de se faire soigner. Et 2 semaines plus tard, les médecins doivent le laisser partir. Il revient alors chez sa mère. La santé mentale de Jonathan Lalime se détériore rapidement. Et les sévices qu'il fera subir à sa mère sont d'une cruauté inqualifiable. Jonathan Lalime est aux prises avec de sérieux problèmes de comportement. Agressif avec sa famille et consommateur de drogue, il vit seul avec sa mère France Gay, lorsque le 25 mars 2004, il est diagnostiqué schizophrène. Jonathan peut délirer au point de tout casser dans l'appartement de sa mère. C'est excessivement difficile de vivre avec un schizophrène, surtout évidemment quand il est dans un épisode de psychose florissante. Parce qu'à ce moment-là, il est dans un état de délire où il ne reconnaît là pas la réalité pour qu'elle est, c'est-à-dire il perd contact avec la réalité. Et on ne peut pas composer avec un individu comme ça parce que on ne peut pas raisonner avec lui. On n'a pas les mêmes référents dans la réalité. 1 plus 1 ne font plus 2. La neige n'est plus blanche, le charbon n'est plus noir. C'est-à-dire, dans le quotidien, il est extrêmement difficile de se faire entendre ou de s'entendre tout simplement avec un individu comme ça. La schizophrénie fait également qu'il n'y a plus d'inhibition, qu'il n'y a plus de réticence par rapport aux pulsions. Malgré les supplications de France, Jonathan refuse de suivre la prescription qui lui a été donnée. Il y avait un élément persécutoire dans son délire. Alors, ce type d'individu, très souvent, ne veut pas prendre ces pilules parce qu'il croit également qu'il s'agit d'une manipulation du monde extérieur pour mieux le détruire. Alors, cette paranoïdie ou cette idée de persécution empêche très souvent ce type de personnes de prendre la médication. Sans médication, la maladie de Jonathan prend une telle ampleur qu'il en vient même à lever la main sur sa mère. La paranoïa et le délire grandissant de Jonathan le conduisent à poser des gestes de plus en plus brutaux. Il me poignait par la gauche, puis il me lançait, il me déchirait mon linge. Il me disait, j'aurais plus besoin de linge, j'aurais plus besoin de rien. Les épisodes psychotiques se répètent et Jonathan en vient même à professer des menaces de mort à sa mère. Sa mère était un peu son univers. Et plus même, il vivait dans une forme de fusion et de symbiose avec sa mère. Ce qui a probablement d'ailleurs facilité certains passages à l'acte. La mère de Jonathan refuse de porter des accusations criminelles contre lui, car elle considère que la place de son fils n'est pas dans une prison, mais bien dans un hôpital. Je l'ai toujours gardé parce que je savais que tout le monde le rejetait. En tout cas, j'étais la seule qui est restée à côté puis tout, mais je l'aimais pareil, mon gars. Apeurée et profondément ébranlée, France décide de fuir. À l'automne 2006, elle se réfugie chez un membre de sa famille en Alberta. Jonathan reste seul dans l'appartement de France, qui devient rapidement inhabitable tant il le saccage. Il est alors accueilli chez sa sœur Mélissa. Ils ont hébergé Jonathan, puis ils ont été 1 mois dans leur chambre parce que Jonathan était la terreur dans la maison. Là. C'était pas rigolo, mais c'était un être malade qu'on n'a pas soigné, qu'on n'a pas retenu. Puis c'est qui est comme de ça? Ben c'est ça autour.
Mélissa parvient à expulser Jonathan. Encore une fois sans toit sous lequel dormir, il se réfugie chez son père, Serge. Jonathan ne perd pas ses mauvaises habitudes et profite de l'inattention de son père pour lui voler de l'argent. Serge ne tolère pas les écarts de Jonathan et le met aussitôt à la porte. Lorsque France revient d'Alberta, son appartement est complètement ruiné. Le 15 novembre 2007, elle demande à la cour que son fils soit hospitalisé contre son gré. Un juge entend sa demande et Jonathan est admis dans une aile psychiatrique du Centre de santé et des services sociaux de Richelieu-Yamaska. On est entré à l'hôpital, mais il était toujours sur le refus de se faire soigner. À ce moment-là, mais l'hôpital ne les garde pas. France entreprend les mêmes démarches légales à plusieurs reprises. Et un juge ordonne même une interdiction à Jonathan d'être en contact avec elle. Alors, comment obliger ce garçon de prendre ses médicaments? Ça prend pratiquement une accusation criminelle et éventuellement une condamnation, parce que ce n'est qu'à la mesure qu'il est condamné qu'on peut effectivement le institutionnaliser ou le réinstitutionnaliser et donc contrôler sa médication. Durant l'hiver 2008, France habite chez sa sœur Manon pour laisser son appartement à Jonathan, qui n'a nulle part où vivre. Ayant peur de revenir chez elle et de lui être confrontée, elle demande à son beau-frère Mario de l'accompagner. Lorsqu'ils entrent dans l'appartement, Jonathan est là. Il barre la route à France et commence à l'insulter. Mario s'interpose pour calmer la situation. Mais il ne fait qu'attiser la folie de Jonathan. Et là, Mario, il a voulu faire de quoi? Il s'est approché pour lui dire d'arrêter, que c'était sa mère, de ne pas y toucher. Puis, Jonathan, il a sorti son couteau. Il a voulu l'attaquer, mais là, Mario, il a donné un coup de pied, il est parti pour le faire baisser. Puis là, il a enlevé le couteau. Même obligé par son propriétaire à quitter son appartement saccagé par son fils, France ne peut se résoudre à le laisser tomber. Ainsi, malgré tout le mal que Jonathan lui fait subir, elle décide de lui louer une chambre dans un motel. Je voulais pas qu'il dorme dans la rue. J'ai trop été contre ça, pareil. Moi, j'ai été demeurée chez ma sœur Diane. Bon, chaque jour, là, tu sais, j'allais le voir, puis il voulait que je reste là. Régulièrement, Jonathan appelle sa mère pour qu'elle vienne lui tenir compagnie. J'ai de la peine pour lui. Puis j'étais sa mère. Puis qui comptait gros sur moi. Le soir du 24 novembre 2008, France acquiesce donc à la demande de Jonathan. Quelques minutes après son arrivée, France est fatiguée et décide d'enfiler son pyjama. C'est alors que le regard de Jonathan change. Il semble être une autre personne, prêt à n'importe quoi. Malgré le danger que Jonathan représente pour elle, l'amour inconditionnel de France pour son fils l'empêche d'agir. Parviendra-t-on à mettre un frein à la folie de Jonathan? France Gay
subit depuis déjà quelques années la violence de son fils schizophrène, Jonathan Lalime, mais ne peut se résoudre à porter des plaintes criminelles contre lui. Le 24 novembre 2008, elle est une fois de plus en position de vulnérabilité. La mère et le fils se retrouvent seuls dans la chambre de motel qu'occupe Jonathan. Quand le jeune homme voit sa mère en pyjama, prête à aller se coucher, son regard s'allume. Alors, mais je veux pas que tu te couches tout de suite. Je dis oui, j'ai dit, je suis fatiguée, je vais me coucher. Ben, il dit non. Dans la psychose, il y a comme une disparition des frontières entre soi et l'autre. On va terminer qu'est-ce qu'on n'a jamais pu terminer. Je te niaise pas, là, Jonathan, parce que là, t'as dit, il m'a te fait arrêter. Pour un garçon comme celui-là, qui vit déjà dans un état un peu fusionnel avec sa maman, lorsque la pulsion sexuelle se déclare, eh bien, il va éventuellement victimiser sa mère parce que sa mère n'est plus une personne extérieure. Jonathan saisit sa mère de force et la projette sur le lit. Un individu en pleine psychose peut effectivement s'engager dans des relations sexuelles avec quelqu'un et que ça soit pas nécessairement dans un but ou dans une intention de violer ou de commettre l'inceste, mais tout simplement comme pour régler quelque chose qu'il croit être très fondamental en lui et qui, pour celui qui observe de l'extérieur, n'évoque que de l'horreur et le sentiment de tempête, quoi. Les cris de France alertent les voisins. Un appel aux policiers est logé et peu de temps après leur arrivée, Sébastien, le frère de Jonathan, arrive lui aussi sur les lieux. Sébastien va décider de passer voir son frère, voir s'il a besoin de quoi que ce soit. En arrivant sur place, Sébastien constate là, qu'il y a des policiers qui sont sur les lieux. Alors il va entrer et va trouver à ce moment-là sa mère en pleurs sur le lit, Jonathan qui semble être en train de se rhabiller. Et Sébastien va retenir de ça que son frère vient d'abuser sexuellement sa mère et c'est ce qui va rester dans sa tête là, une fois qu'il va quitter les lieux. Jonathan explique aux policiers qu'il ne s'agit que d'une simple chicane. Sébastien tente de comprendre ce qui s'est passé. Il interroge sa mère, mais elle reste évasive et refuse de dénoncer Jonathan. Le fait que cette mère n'avoue pas le viol, par exemple, ou d'autres sévices dont elle est victime, est probablement dû au fait qu'elle veut préserver le lien avec son fils. Est-ce que c'est également coloré un peu par sa honte? Est-ce que c'est coloré aussi par une vague culpabilité non justifiée? C'est possible. Mais combien de fois est-ce qu'on ne voit pas cela? Qu'une mère protège les dérapages de ses enfants. Sébastien décide alors de quitter avec son frère afin de protéger sa mère. L'événement trouble Sébastien au plus haut point. Mais il refuse d'en faire part à leur père, car il cherche toujours à protéger sa mère du jugement des autres. Sébastien a effectivement été témoin du fait que son frère violait ou violentait sexuellement sa mère. Il s'agit de quelque chose d'intenable, n'est-ce pas? Qui a dû évoquer ou causer une tempête intérieure épouvantable. Vous savez, nous sommes ici dans l'équivalent d'une tragédie grecque. Sébastien a en effet un parcours complètement différent de celui de son frère. Après avoir terminé ses études secondaires, il se trouve rapidement un emploi. Soucieux du bien-être de sa mère, il cautionne même le bail de son nouvel appartement. 6 mois plus tard, le 1er mai 2009, Sébastien décide d'aller vivre chez sa mère pour se rapprocher de son lieu de travail. Lorsque Jonathan arrive à l'improviste, Sébastien décide de retourner chez son père.
4 jours plus tard, Sébastien revient voir sa mère pour prendre de ses nouvelles. Lorsqu'il entre dans l'appartement, France nettoie le désordre que Jonathan y a laissé. France a atteint sa limite. Elle ne peut plus supporter le joug de Jonathan et demande à Sébastien d'intervenir. J'ai dit, j'aimerais ça que tu parles à Jonathan parce que je peux rester toute seule avec, là. Mais j'ai dit que ce qu'il m'avait déjà fait, là. Puis là, je me suis mis à pleurer. Je lui ai dit, j'ai pas d'homme avec moi pour me protéger. Puis, mais j'ai dit, j'aimerais ça que quelqu'un parle pour que ça arrête. Deux jours plus tard, le 7 mai, Sébastien se rend chez sa mère pour rencontrer Jonathan. Mais en chemin, il croise une voiture où prennent place sa mère et son frère. On a rencontré Sébastien. C'est Sébastien qui s'en venait. Sébastien sort de sa voiture à la rencontre de sa mère. Je suis débarqué. Là, j'ai dit à Sébastien, ben, là, laisse faire. T'as plus besoin de se parler. J'y ai parlé, puis... Il dit, moi, mais je vais lui parler pareil, maman. Vu que Sébastien était bien calme, puis tout ça, j'ai pas refusé. Sébastien promet à sa mère de ramener Jonathan chez elle plus tard dans la journée. Sébastien va réussir à convaincre son frère Jonathan d'embarquer dans sa voiture. Il va l'attirer finalement, possiblement, selon les versions, en lui parlant de consommation de cannabis parce qu'il savait que comme ça, son frère allait monter à bord de son véhicule. Les deux frères se dirigent ensuite dans un rang de campagne. Sébastien dit vouloir lui montrer un endroit où il compte faire pousser de la marijuana. Sébastien aborde alors les problèmes de leur mère et supplie son frère de la laisser tranquille. Mais Jonathan ne veut rien entendre. Il réplique qu'il n'a rien à se reprocher. Sébastien l'interroge alors sur l'incident du motel. La réaction de Jonathan est des plus provocantes. Sébastien va affronter son frère, finalement, va lui dire « Bon, écoute, je veux plus que tu vois maman, je veux plus que tu habites là. » Il va tenter justement d'obtenir un petit peu des aveux de sa part. Jonathan va lui répondre « Écoute, maman est bien avec moi, je suis bien avec maman et il y a personne qui va empêcher ça. » Il va répondre avec un sourire qui a été décrit comme un sourire narquois, finalement. C'est vraiment une provocation. C'est alors que Sébastien fait signe à Jonathan de se retourner pour voir l'endroit caché où il compte faire pousser de la marijuana. Tandis que Jonathan regarde à l'extérieur, Sébastien s'empare de son couteau de poche et attaque son frère. Jonathan porte une main sur le point d'entaille, mais la blessure est fatale. Sébastien garde son sang-froid et s'éloigne. Il sort pour prendre un chiffon dans le coffre et commence à nettoyer le sang de son frère répandu dans la voiture. Sébastien se dirige vers Jonathan pour s'assurer qu'il est bien mort. Il pousse ensuite le corps en retrait. Sébastien Lalime vient de commettre le meurtre de son frère et tout laisse croire que le geste est prémédité. Comment Sébastien entrevoit-il la suite des événements? Le 7 mai 2009, après des années à avoir martyrisé sa mère, Jonathan Lalime est confronté par son frère cadet Sébastien. Les réponses cyniques de Jonathan poussent Sébastien à commettre l'irréparable. Vous savez, Sébastien n'avait apparemment rien d'un criminel, n'avait sûrement rien non plus d'un tueur. Et pourtant, il a tué.
Il a tué son frère. Comment comprendre cela? Mon hypothèse est que l'impensable, c'est-à-dire le viol incestueux de son frère, a créé chez lui une forme de désorientation intérieure et une telle tempête psychologique intérieure qu'effectivement, on doit jouer avec l'idée qu'il y a eu comme un genre de pulsion ou impulsion irrésistible ou irrépressible. Le soir même, France appelle Sébastien pour savoir où se trouve Jonathan. Le jeune homme répond qu'il a déposé son frère au bord de la voie ferrée, tout près de l'endroit où ils s'étaient rencontrés, et assure qu'ils ne se sont pas revus depuis. Trois jours plus tard, le 10 mai, Sébastien rend visite à sa mère qui est dans un grand état de détresse. Elle questionne encore Sébastien, car elle trouve anormal de ne pas avoir eu de nouvelles de Jonathan. J'ai demandé ce qu'était Jonathan, il m'a dit qu'il savait pas. Et là, j'ai laissé passer quelques jours, là, je crois que c'est 5-6 jours. Là, je disais tout le temps, ben c'est pas normal. C'est pas normal parce que Jonathan, là, même si ça marchait pas, moi et lui, on se voyait tous les jours. Le 16 mai, 9 jours après le meurtre de Jonathan, France contacte les autorités policières pour rapporter sa disparition. Les jours qui ont suivi, il n'y a pas eu d'aveu. Il y a eu un signalement de la disparition de Jonathan par la suite qui a été fait aux policiers, qui a été transmise aux médias, au public. Mais sans plus, vraiment. Dans le fond, on croyait à la disparition d'un jeune homme schizophrène là, au départ. Dans les jours suivant le signalement de la disparition de son frère, Sébastien remarque l'immense inquiétude de sa mère. Rongé par le remords et portant seul le fardeau de ses actes, il tente malgré tout de retrouver une vie normale. Le 28 mai, 12 jours après le signalement de la disparition de Jonathan, les enquêteurs interrogent la famille Lalime. Sébastien parvient à garder le secret et ne fournit aucune information incriminante. Il y a sans doute eu des soupçons des enquêteurs à l'endroit de Sébastien, simplement par le fait qu'il était la dernière personne à l'avoir vu en vie, à avoir eu ses nouvelles. Il va être interrogé d'ailleurs par les enquêteurs à quelques reprises. Mais par contre, est-ce que ça a vraiment refermé un étau sur lui? Est-ce qu'il a senti une présence des policiers? Ça, c'était moins clair. Au mois de janvier 2010, 8 mois après la disparition de Jonathan Lalime, les recherches des enquêteurs sont toujours dans une impasse. France pense toujours à son fils disparu. Et pour Sébastien, la situation devient insoutenable. À un moment donné, il m'a demandé d'arrêter de parler de Jonathan. Que j'ai dit, ouais. OK, je ne te pas, je vais arrêter. Parce que là, je pleurais beaucoup. J'avais de la misère la nuit de dormir, puis toujours inquiète à me demander où était Jonathan. Au fil des mois, l'état de Sébastien Lalime se détériore. Il va même jusqu'à abandonner son emploi. Son comportement alerte son entourage. Tout le monde autour de lui là, a vraiment senti que quelque chose clochait. Il n'allait pas bien, il était de plus en plus introverti, il parlait pas beaucoup. Il allait prendre des longues marches seul pendant des heures souvent. Et tranquillement, là, il va tomber dans un état de dépression. Au mois de février, Sébastien, qui est au bord du gouffre, s'empare d'un couteau et applique une pression sur son poignet. Sébastien réussira-t-il à vivre avec le poids de son terrible secret? Aura-t-il le courage de passer aux aveux? Le 7 mai 2009, Sébastien Lalime tue son frère Jonathan d'un coup de couteau.
9 mois plus tard, les remords de Sébastien deviennent intolérables. Au mois de février 2010, des idées suicidaires envahissent l'esprit de Sébastien. Mais il réussit à les chasser et choisit d'assumer ses responsabilités, même si cela signifie de passer le reste de ses jours en prison. Sébastien cherche une solution qui lui permettrait de vivre en paix. Sébastien, un moment donné, il m'a appelé, puis il m'a posé des questions sur la prison. J'ai comme resté surpris là-dessus. Là. Je voyais qu'il y avait de la difficulté à parler. J'ai dit, y a-tu quelque chose qu'il ne faut pas, là, Sébastien? J'ai dit, t'as l'air d'avoir un gros moton à quelque part. Il dit, oui, mais... Il dit, j'ai un gros moton. Non, j'ai dit, si t'en parles pas, là, tu sais que tu seras jamais bien en toi. On peut penser qu'il aurait pu vivre avec ce secret-là pour le reste de sa vie ou pour plusieurs années. Donc, c'est vraiment la pression, les remords, et lui l'a décrit de cette façon-là. C'était vraiment les remords qui l'ont amené tranquillement à sombrer dans la dépression, à remettre tout ça en question et finalement décider d'admettre, d'assumer finalement les conséquences de son geste. Le 19 février, plus de 9 mois après le meurtre de Jonathan, Sébastien Lalime appelle les autorités policières pour se livrer. Il va dire, bon, venez me chercher, tout ça. Il va donner l'endroit où il est. Il attend et finalement, une dizaine de minutes plus tard, va rappeler le service d'urgence pour dire vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Je vous attends et venez me chercher. Donc, les policiers, on va le rassurer, oui, on s'en vient et les policiers vont aller chercher et rapidement, là, il va être amené pour son interrogatoire. Le récit des faits, tel que raconté par Sébastien, laisse entendre qu'il a prémédité le meurtre de son frère. T'étais, comme on dit, t'avais... la rage, là, avait comme pris le dessus. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as appelé? Quoi? Tu l'as communiqué? Non? T'avais-tu pensé à quelque chose en particulier? Ouais. Qu'est-ce que tu t'étais dit dans ta tête? J'ai dit c'était fini pour toi aujourd'hui. C'était assez. OK. T'avais-tu pensé à comment le faire? Bon, ouais. Ouais. C'était quoi? C'était mon couteau. À 8h30, le lendemain matin, Sébastien accompagne les policiers sur les lieux du crime pour leur indiquer où il a enterré le corps de son frère. La journée même, 2 enquêteurs rencontrent France. Elle tombe en état de choc lorsqu'elle apprend que Jonathan est mort et que c'est Sébastien qui l'a tué. J'ai ramassé France, puis je l'avais dans mes bras. Puis l'enquêteur qui me demande qui je suis la ma tante, je suis la sœur à France. Puis là, qui me dit qu'il avait trouvé le coupable, puis qui dit que c'est Sébastien, là, c'est sûr, j'ai fessé dessus le policier parce que j'ai dit, vous vous trompez, c'est pas Sébastien, ça se peut pas. Le 13 septembre 2011, plus de 2 ans après avoir commis le meurtre de son frère, le procès de Sébastien Lalime s'ouvre au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Il plaide non coupable à une accusation de meurtre au premier degré. Sébastien va expliquer que la version qu'il a livrée aux policiers, d'abord et avant tout, ce qu'il voulait faire finalement, c'était protéger sa mère dans toute cette histoire-là. Lui voulait prendre l'entière responsabilité de ça, dire moi j'étais plus capable, je voulais en finir, tout ça. Et il va essayer de limiter. Là. Donc il ne va pas parler de tout ce qui entoure. Là. Il va parler, oui, bon, que son frère était violent, mais pas nécessairement des abus sexuels commis sur sa mère, tout ça d'emblée. Donc lui voulait vraiment protéger, il voulait prendre le fardeau sur ses épaules. Il n'était plus capable finalement de supporter la situation dans laquelle il se trouvait, mais sans impliquer sa famille là-dedans. Selon la version retenue en cours, après s'être caché à la vue d'une voiture,
Sébastien Lalime aurait laissé le corps de Jonathan sur place et se serait rendu chez son père pour y chercher une pelle. Sébastien revient sur les lieux où gît le cadavre de son frère. Il commence à creuser, mais la tâche est plus difficile et plus longue que prévu. Déterminé à cacher le corps de Jonathan et le mauvais souvenir qu'il suscite, Sébastien parvient à creuser un trou peu profond. Il y bascule alors le corps de son frère et le recouvre avant de repartir chez son père. Serge Lalime profite de la tribune médiatique du procès de son fils pour dénoncer les failles du système de santé. Ben, c'est sûr, tu te demandes ce qui était à la faille. S'il y en avait un, premièrement. Parce que j'imagine qu'il y avait une faille à quelque part. Je sais pas si... c'est qui était responsable de ça. Moi, regarde, ça va tout le temps rester que les gouvernements vont falloir qu'un rôle qui mette les culottes puis qui s'occupe de la maladie mentale. Un malade, il a besoin d'aide. Il n'a pas besoin de se faire mettre en prison. Hein? Puis le malade, si tu le laisses dans sa famille, mais c'est ça l'affaire, c'est que là, c'est toute la famille qui a besoin d'aide. Le 27 septembre, les membres du jury se retirent pour délibérer. L'attente est pénible pour la famille Lalime. Le 2 octobre, après 5 jours de délibération, les membres du jury déclarent Sébastien Lalime coupable d'homicide involontaire. Il écope d'une peine de 8 ans de prison. Il en avait trop ses épaules. Il a voulu sauver sa maman. Puis c'est ce que j'ai dit à la cour, je crois. Il a voulu sauver sa mère qui souffrait depuis tant d'années. Sa maman s'est confiée à son gars, c'est sûr. Puis il a pris ça sur ses épaules. C'est pas correct que c'est qu'il a fait, Sébastien. Sauf qu'il a voulu sauver sa mère. Si c'était pas Jonathan, ça aurait été France. Cet enfant-là a eu une résilience pendant de nombreuses années. Dans des conditions de vie probablement loin d'être évidente pour la majorité des gens dans une société. Et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'accumules, t'avales, tu dis rien. Puis à un moment donné, il y a un là, c'était tout un étincelle, là. J'excuse pas le geste de Sébastien, mais de savoir qu'un de mes frères aurait violé ma mère et qu'il me le dit avec un sourire narquois, condescendant et tout, je peux pas dire que je garantirais mes gestes. Malgré l'immense difficulté à porter des plaintes criminelles contre un proche atteint de maladie mentale, dans certaines situations, ce choix déchirant est le dernier rempart permettant un contrôle sur la prise de médicaments et la sécurité de nos familles. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?